Bonjour à tous. La libéralisation de l'espace télévisuel ivoirien dans les mois à venir, la création du label Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao, ce sont entre autres décisions qui ressortent du Conseil des ministres d'hier mercredi. Nous y reviendrons dans ce 13h. Deuxième étape de sa tournée africaine Abidjan, Ségolène Royal est attendue ce jeudi dans la capitale économique ivoirienne. La nouvelle présidente de la COP21 et le ministre ivoirien de l'Environnement vont animer ensemble une conférence aujourd'hui. 422 jeunes vont bénéficier d'un premier emploi grâce à une convention entre l'agence Emploi Jeunes et 2 entreprises industrielles. Critères de sélection, ils sont tous inscrits au guichet unique pour l'emploi jeune. Bienvenue dans le journal. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Conseil des ministres hier mercredi, point essentiel abordé, l'exécution du budget 2015, le bilan de la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, le financement des compétitions sportives, la libération de l'espace audiovisuel et la création du label Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao. Awa Touré. Le chocolat fabriqué à partir du cacao produit en Côte d'Ivoire va désormais se vendre sous le label Chocolat Ivoire. Le gouvernement s'engage ainsi pour la valorisation du cacao ivoirien. Nous avons mis en œuvre ce label en permettant à tous les produits dérivés effectivement du chocolat Côte d'Ivoire d'être labellisés, de porter le label Origine Côte d'Ivoire. Et ce label se présente sous la forme d'une marque collective, communautaire, qui sera portée par l'État de Côte d'Ivoire et représentée par le Conseil du café cacao et par le syndicat du chocolat de France. Et ce label Chocolat Ivoire sera apposé par les chocolatiers aussi bien industriels qu'artisanaux sur leurs denrées alimentaires fabriquées à partir du cacao ivoirien, notamment dans les États membres de l'Union européenne. Et ce label permettra d'assurer un revenu additionnel aux producteurs qui seront engagés dans la sélection du cacao et au-delà de soutenir la filière de production du cacao ainsi que les organes de recherche de Côte d'Ivoire. Autre décision importante de ce Conseil des ministres, la libéralisation de l'espace télévisuel en Côte d'Ivoire. Cette ouverture de l'espace télévisuel entre dans sa phase active avec le lancement en mai 2016 de l'appel d'offres. Toutes les mutations technologiques inhérentes au secteur lié à la transition vers la télévision numérique, qui avaient eu pour effet de retarder le processus, comme nous l'avions annoncé en son temps, ne constituent plus aujourd'hui un frein à la mise en œuvre de certaines étapes du programme de la libéralisation télévisuelle, notamment l'autorisation des éditeurs de programmes et opérateurs multiplex. Et cette libéralisation se fera évidemment conformément aux normes techniques qui ont été adoptées par l'UEMOA et la CEDEAO. Une nouvelle procédure de financement des compétitions sportives internationales a été par ailleurs adoptée par le gouvernement. Dans le cadre de la participation de nos équipes nationales et clubs aux compétitions sportives internationales, le Conseil a donc adopté une nouvelle procédure de financement, et cela en vue d'assurer la célérité de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais de participation. Cette mesure charge l'administration financière de la mise à disposition du budget global des compétitions, et cela dès le début de l'exercice budgétaire de l'année en cours, sur la base d'une communication unique soumise en Conseil des ministres. Et de ce fait, pour l'année 2016, le Conseil a donc donné son accord à la mise à disposition du budget global des compétitions internationales d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Il s'agit de permettre d'une part aux fédérations de mieux s'organiser en vue de préparer les compétitions dans de bonnes et très bonnes conditions et d'y participer, et d'autre part, à l'administration financière d'assurer un meilleur suivi du financement des compétitions internationales. Au titre de l'exécution du budget, les ressources mobilisées à fin 2015 s'élèvent à 5 286 milliards de francs CFA pour un objectif de 5 278 milliards, soit un taux de réalisation de 100,2%. Notons par ailleurs le don d'un montant de 590 millions de francs CFA fait à la Côte d'Ivoire par la Banque africaine de développement dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Le président de la commission de la CEDEAO est en fin de mission en Côte d'Ivoire.
Désiré Kadri Ouedraogo a rencontré le chef de l'État ivoirien. Ancien président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, il entame une tournée dans la sous-région ouest africaine, à Ouattara. Le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara au terme des 4 années passées à la tête de l'organisation sous-régionale. Occasion aussi pour lui d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien et surtout saluer son leadership dans l'espace CEDEAO. Je suis venu pour lui dire toute ma gratitude pour le soutien dont j'ai bénéficié de sa part, mais également lui exprimer la reconnaissance de toutes les institutions de notre communauté pour les grandes avancées qu'il a permis à la CEDEAO d'accomplir durant son mandat. Nous n'oublions pas les importantes crises, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée-Bissau, qu'il nous a aidés à surmonter, mais également les étapes franchies dans l'approfondissement de notre processus d'intégration. L'adoption du tarif extérieur commun qui fait de la CEDEAO une union douanière, l'accomplissement des négociations des APE avec notre partenaire de l'Union européenne et également les réformes institutionnelles importantes qui ont été engagées sous son mandat et qui permettront dans 18 mois à la CEDEAO d'avoir accompli donc un rajeunissement total de toute sa structure et de sa gestion et donc la mettre en position de marche pour participer à l'approfondissement de l'intégration dans la région sous le leadership de nos chefs d'État et de gouvernement. Le président Alassane Ouattara a pour sa part souligné l'importante contribution de Kadri Ouedraogo dans la consolidation de la CEDEAO. Le président Kadri a été un homme d'État exceptionnel pour la sous-région. Je voudrais en témoigner puisque j'ai été président de la conférence pendant 2 années, alors que nous avions les graves crises au Mali et en Guinée-Bissau. Et grâce à sa présence, à son travail, à son dévouement, à son efficacité, nous avons pu surmonter dans l'intérêt des populations de la sous-région les crises. Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants pour votre importante contribution. Et je pense que la CEDEAO vous doit beaucoup. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a décidé de vous décorer dans notre ordre national. Désiré Kadri Ouedraogo a pris fonction le 1er mars 2012. Il a succédé au Ghanéen James Victor Gbéo. Visite officielle en Côte d'Ivoire du président de la République de Turquie du 28 au 29 février prochain. Sur invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, le président Recep Tayyip Erdogan va passer 2 jours en Côte d'Ivoire, accompagné de son épouse, d'une forte délégation d'officiels et d'hommes d'affaires turcs. Cette toute première visite d'un chef d'État turc en Côte d'Ivoire va permettre aux 2 présidents de passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Elle verra également la signature d'importants accords de coopération bilatérale et la tenue d'un forum économique entre hommes d'affaires ivoiriens et turcs. Cette visite du président turc à Abidjan fait suite à celle effectuée en Turquie en mars dernier par le président Alassane Ouattara. Elle vise également à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Les enjeux de cette visite avec Mahamadou Traoré et Sylvie Touré. Esra Demir est en poste à Abidjan depuis juillet 2014. C'est de la baie vitrée de son bureau qu'elle contemple tous les jours la lagune ébriée. C'est également du même endroit que l'ambassadeur de la Turquie, près la République de Côte d'Ivoire, suit les travaux d'aménagement de la baie de Cocody, symbole selon elle d'un pays en pleine métamorphose. Un pays dont Esra Demir a fini par tomber amoureuse. C'est un pays magnifique et qui change à une vitesse V. Je pense que dans quelques années, on ne connaîtra vraiment pas le pays. Deuxième diplomate turc à exercer en Côte d'Ivoire, Esra Demir a vu les relations entre les 2 pays s'intensifier ces dernières années.
comme en témoigne la visite officielle du président Alassane Ouattara en Turquie fin mars 2015 et celle qu'effectuera le président turc à Abidjan les 28 et 29 février prochains, un tournant majeur dans les relations ivoiro-turques. Nous avons une politique d'ouverture en 2008 vers l'Afrique. Maintenant, on est en phase de consolider notre relation de partenariat. Et dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire est un pays très important et on se ressemble avec une population jeune dans tous les deux pays et très dynamique. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Je pense que ces visites-là renforcent beaucoup ces possibilités. Au début des années 2000, la Turquie ne comptait qu'une dizaine de ressortissants en Côte d'Ivoire. À ce jour, elle en compte environ 500. Quant aux Ivoiriens, ils sont de plus en plus nombreux à demander des visas pour la Turquie, soit pour des études ou encore pour des affaires. La nouvelle présidente de la COP21, ministre française de l'Environnement, attendue à Abidjan au cours de la journée. Ségolène Royal est en tournée sur le continent depuis mardi. Au menu, le développement des énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et la mobilisation des chefs d'État africains. Les rencontres à Abidjan d'experts de l'audiovisuel ivoirien, il a été question de mettre en place un outil de mesure d'audience des médias. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, veut doter le pays d'un système crédible de mesure d'audience. Alexis Ouedraogo. Quel programme intéresse vraiment à la télévision et à la radio? Les réponses à cette question se trouvent dans l'audimat des médias audiovisuels. Mais pour que ces mesures soient fiables, il faut des outils efficaces. C'est l'essence de la table ronde organisée ce mercredi par la ACA. On avait 3 thématiques, l'enjeu des études d'audience, la question de méthodologie et la question du financement, qui est une question importante. Je pense qu'à l'issue des travaux, nous pouvons dire qu'il y a eu une grande satisfaction, mais c'est maintenant que le travail commence. Une initiative saluée par les agences conseil qui y voient une façon de travailler plus efficacement. Confiance, transparence, professionnalisation aussi du secteur, parce qu'une fois qu'on a la mesure de l'audience, il faut aussi savoir s'en servir. Donc ça crée des emplois. Donc c'est un cercle très vertueux, n'est-ce pas ? Puisque quand la publicité va bien, la consommation va bien et l'activité économique va bien. Mais ce sont les populations qui gagnent le plus dans un espace qui se libéralise. Le Conseil des ministres a adopté 2 textes fixant le démarrage effectif de la libéralisation. Dans quelques jours donc, de nouveaux bouquets satellitaires devraient être autorisés. Les outils de mesure de l'audience aideront à renforcer la qualité des offres de programmes. L'objectif, c'est quand même de satisfaire les populations. Donc si les populations, de manière prolongée, indiquent qu'elles ne sont pas satisfaites par un programme, il est de notre responsabilité de remplacer ce programme par quelque chose qui plaît plus aux Ivoiriens. Je rappelle que les Ivoiriens payent tous les mois à travers leur facture d'électricité une partie, pas la totalité, mais une partie quand même non négligeable du financement de la RTI. Donc nous leur devons un service de qualité. S'agissant du financement, qui coûte cher pour ces études, le président de la ACA, Ibrahim Sissavané, se veut rassurant. Je peux vous dire que le financement ne sera pas la principale contrainte. Ce qu'il nous faut, c'est l'engagement et l'intérêt de toutes les parties prenantes. Au terme de la journée, la Haute Autorité se veut pragmatique. Une ligne conductrice de 3 étapes est annoncée. En premier point, mettre en place une plateforme multipartite qui facilitera la conduite du projet. Deuxièmement, rédiger un cahier de charges situant le cadre général de l'étude ainsi que sa méthodologie. Et enfin, lancer l'appel d'offres en vue de la réalisation du dit projet. Le 8 mars, date dédiée à la Journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, le lancement des activités a lieu aujourd'hui, à une dizaine de jours de l'événement. La Journée internationale de la femme est l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par des femmes. Le thème 2016, la parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes.
Ils sont 422, ces jeunes inscrits au guichet unique pour l'emploi jeune. Ils vont bénéficier d'un premier emploi. Et cela grâce à une convention entre l'agence emploi jeune et 2 entreprises industrielles. Cet accord prévoit également des stages écoles pour 300 jeunes chaque année. Christelle Nda et Didier Nyakba. À travers cette double signature de convention entre d'une part l'agence emploi jeune et la société ivoirienne de technologie tropicale et d'autre part l'agence emploi jeune et l'Union textile et industrielle de Côte d'Ivoire, 422 jeunes vont bénéficier d'un premier emploi et 300 des stages écoles. Le chantier de l'emploi des jeunes est pour nous le plus vaste chantier sur lequel nous bâtissons jour après jour de nouveaux fondements pour trouver des solutions durables. Nous ne ménagerons aucun effort pour mettre notre jeunesse au travail afin qu'elle soit la locomotive de l'émergence de notre pays, le gage de la naissance de l'Ivoirien nouveau. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, le secteur industriel, qui a contribué à hauteur de 22% du produit intérieur brut en 2014, doit être le plus productif en matière de création d'emplois. Nous souhaitons que ce genre d'activité se multiplie avec d'autres entreprises industrielles que je souhaiterais également appeler à œuvrer dans ce sens. Selon les indicateurs 2014 du taux de chômage en Côte d'Ivoire, environ 430 000 personnes sont sans emploi. Des chiffres qui vont réduire le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Et une ONG japonaise qui vient également en appui à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le chômage des jeunes. Elle a initié des projets dans plusieurs villages du pays il y a déjà de cela 1 an. Le bilan donc de ces activités pour les jeunes avec Thérèse Yoboué. Bonikro, Ekisiyo, Badoukro, Bokawo, Aboudé Dadié et Aboudé Bois-Vincent sont les localités de la région de l'Agnébitiassa qui ont bénéficié il y a 1 an de l'implantation de fermes avicoles, de maraîchers, d'agroforesterie. Un projet initié par l'ONG japonaise ICEA en collaboration avec ICEA Côte d'Ivoire. Le coût de ce projet en direction des jeunes est estimé à 80 millions de francs CFA. Le Japon vous accompagne au développement et je suis sûr que les projets seront connaître du succès. 1 an après, les bénéficiaires ont fait le bilan de la formation reçue et projeté les perspectives. Les autorités de la région ont exprimé leur satisfaction pour les initiatives de ICEA et ont montré leur disponibilité à s'impliquer dans les activités en vue de booster l'Agnébitiassa vers l'émergence. Elles ont souhaité que ces activités se tendent à plusieurs autres villages de la région. Message bien perçu par la direction exécutive de l'ICEA Japon, qui a donné quitus à la représentation ivoirienne pour l'intégration de 5 autres villages du département dans les projets. Lutte contre la méningite, 10 000 enfants de la commune de Yamoussoukro ont été vaccinés contre la maladie. C'est la 16e campagne de vaccination initiée par l'ONG espagnole Africa Arco Iris. Chantal Akando. 65 millions de francs CFA, c'est le coût de cette campagne de vaccination. Objectif, prémunir 10 000 écoliers de la commune de Yamoussoukro contre la méningite, au moment où le vent de l'Harmattan propage cette maladie dans les régions des savanes. Durant 3 jours, l'ONG espagnole Africa Arco Iris, composée de médecins espagnols et 7 Ivoiriens, membres de cette ONG, ont mené une course ardue contre la méningite. Dans cette action, l'ONG a été soutenue par l'antenne locale de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Initiateur de cette activité, la mairie de Yamoussoukro, au profit des élèves de plusieurs établissements primaires, dont les écoles de Dioulabougou, Énergie, Nanan, Logbakro et de Bonzi. Près de 10 000 doses de méningite ont été administrées à ces écoliers. En raison de l'affluence observée, certains villages retenus n'ont pas pu être vaccinés. L'ONG Africa a promis revenir pour faire face à la forte demande constatée.
La lutte contre le virus Zika sera un long chemin, c'est ce qu'a dit la directrice générale de l'OMS au sortir d'une rencontre avec le gouvernement brésilien. Ils ont fait l'état d'avancement de la maladie et discuté des méthodes d'éradication. Mariam Sissé, Thomas Guessambi. L'OMS s'inquiète. La maladie à virus Zika s'étend en Amérique latine. Plus de 1,5 million de cas enregistrés au Brésil et jusque-là, aucune solution concrète. Margaret Chan, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, s'est rendue ce mardi au Brésil, le pays le plus touché par la maladie. Après des rencontres avec le gouvernement, Margaret Chan a déclaré que la lutte contre le virus Zika sera un long chemin. Le virus Zika est très compliqué, très tenace, très difficile, tout comme l'est le moustique Aedes aegypti. Nous avons appris les leçons de la dengue et du chikungunya par le passé et nous devons nous attendre à plus de cas. Nous devons nous attendre à un long chemin. Mais les décisions du gouvernement, l'engagement du gouvernement, de la présidente Rousseff et du ministre de la Santé est admirable. Malgré des prévisions de propagation, 3 à 4 millions de cas attendus en Amérique, rien que pour cette année, Margaret Chan reste tout de même optimiste. Je peux vous le dire, avec ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, le moustique est dur, mais il ne peut pas battre le Brésil. L'hypothèse d'un lien entre le virus Zika et l'explosion des cas de microcéphalie sera confirmée ou non dans quelques semaines. Des soupçons de l'effet du pyriproxyphène, un insecticide destiné à lutter contre la prolifération du moustique tigre, sont également évoqués. Mais d'ici là, des essais cliniques à grande échelle de vaccins devraient débuter au moins avant juillet 2017, selon l'OMS. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler éducation. La mutuelle des cadres de Dabalakro à Dabakala investit dans le système scolaire. Plus de 8 millions de nos francs ont été injectés pour acquérir du matériel didactique et réhabiliter 6 salles de classe de l'école. Le reportage de Ouattara Amadou. La mutuelle des cadres de Dabakalakro œuvre pour la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Sa vision, un environnement scolaire plus attrayant afin de maintenir les apprenants à l'école dans le but de relever le taux de réussite. Pour atteindre ces objectifs, cette mutuelle vient d'investir plus de 8 millions de francs CFA à l'école primaire publique de Dabakalakro. Ces travaux ont été réalisés grâce à l'ensemble des cadres, avec à leur tête le colonel-major Koulibaly Bamoro. Nous avons électrifié l'école, nous avons mis des brasseurs dans toutes les salles de classe. Nous avons doté le bureau du directeur d'un split, donné de l'eau aux enfants. Pour le conseiller pédagogique du secteur sud de Dabakala, l'initiative de la mutuelle des cadres de Dabakalakro est encouragée. Des œuvres qui font que les enfants veulent venir à l'école. C'est déjà un pari gagné, c'est un effet positif pour nous qui sommes agents de l'éducation ici. Heureux, les bénéficiaires promettent de bien travailler. Ça va nous permettre de mieux étudier et nous promettons de meilleurs résultats à nos parents. Merci aux cadres. La dernière réhabilitation de cette école est à l'actif de l'ONG Save the Children et date de 2011. Créé en 1981, l'EPP Dabakalakro, avec ses 6 salles de classe, compte 353 écoliers encadrés par 6 enseignants. Du 24 au 26 février, Abidjan va abriter une rencontre régionale. Il s'agit de réflexions pour la création de marchés africains pour la commercialisation de bois tropicaux et de produits dérivés. Un cadre pour permettre aux pays africains de faire le commerce du bois entre eux par la transformation au 3e niveau afin d'éviter d'en importer. Hermaniamia. C'est à Accra, au Ghana, en 2009, lors d'une conférence internationale organisée par l'OIBT, l'Organisation internationale des bois tropicaux, que la nécessité de promouvoir un commerce intra-africain du bois et des produits dérivés a été décidée. Les participants à cette conférence trouvaient inconcevable que l'Afrique, qui dispose de ressources forestières de grande valeur, continue d'importer des bois et produits dérivés de l'Occident. Nous avons constaté dans nos statistiques que de 2010 à 2012, plus de 4 milliards de dollars
de produits bois tropicaux ont été importés vers le continent africain, qui est un continent producteur de bois tropicaux. Mais la part des entreprises installées en Afrique était à moins de 10%. Pour mieux comprendre ce phénomène, la coopération japonaise a financé une étude à hauteur d'1,4 million de dollars. Cet atelier régional qui se tient ici à Abidjan a pour objectif de restituer les résultats de l'étude. En réalité, les entreprises installées dans les pays africains transforment le bois, soit ils vendent le bois en grumes, mais lorsqu'ils ne vendent pas en grumes qu'ils transforment, c'est seulement la première transformation. Il faut pousser d'abord les entreprises à investir dans les machines qui permettent la troisième transformation. Pour qu'on arrive à fabriquer des portes, des fenêtres, des chaises, des tables, mais pas dans les petites menuiseries du quartier. Président de cette rencontre, le ministre des Eaux et Forêts a souligné la disponibilité de l'État ivoirien d'accompagner toutes les recommandations qui seront faites à l'issue de cet atelier. Plusieurs restitutions des actions menées sur le terrain par des experts seront faites particulièrement sur les marchés nationaux, le commerce transfrontalier, le rôle du secteur informel, le développement du commerce intra-africain du bois et produits dérivés tropicaux et les options pour la facilitation du commerce ainsi que de la stratégie nationale de l'industrialisation du bois en Côte d'Ivoire. 13 pays d'Afrique centrale, australe et de l'Ouest participent à cet atelier de 3 jours. Dans le Bafing, les feux de brousse font d'énormes dégâts. Les populations et les agriculteurs en particulier sont sensibilisés. Ils apprennent les causes, les dangers des feux de brousse et surtout les bonnes pratiques pour les éviter. Christelle Nda et Serge Coléa. Les chefs de village, de quartier et de communauté du Bafing sensibilisés sur les feux de brousse. Cette initiative de la Direction régionale des eaux et forêts vise à expliquer aux populations les causes et les effets néfastes des feux de brousse. Il s'agit de prévenir ce fléau qui menace la forêt et l'agriculture ivoirienne. L'État a pris des mesures d'interdiction pour la chasse, la commercialisation et la consommation de la viande de brousse. C'est de ne pas mettre le feu de façon hasardeuse, de faire des pare-feux autour des plantations, des villages et des cases. Informer les populations s'engage au respect des mesures prises par le gouvernement. Pour le mois de janvier, les feux de brousse ont fait de nombreux dégâts à Diegonifla et à Oumé, avec environ 10 000 hectares de forêt partis en fumée. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics s'engage pour une main-d'œuvre qualifiée et professionnelle en Côte d'Ivoire. Il a signé un partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro afin d'améliorer la formation des étudiants en BTP et équiper l'école de matériel de pointe pour la formation. Herman Yamia. C'est peu de le dire, la Côte d'Ivoire est en chantier. Construction de routes, de ponts, travaux de réhabilitation. Le pays est le théâtre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'infrastructures économiques au bénéfice des populations. Si les entreprises de BTP sont les artisans de ce renouveau du pays, il n'en demeure pas moins qu'elles sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment celle de la main-d'œuvre qualifiée. Les jeunes qui arrivent en entreprise n'ont pas forcément d'expérience. L'analyse de l'emploi aujourd'hui montre que le personnel n'étant pas suffisamment à la hauteur des travaux qu'on leur demande, nous sommes donc rapprochés des formateurs pour comprendre dans quelle mesure nous pouvons aider à améliorer la formation des jeunes qui sortent des écoles. Par le biais de cet accord conclu avec la direction de l'INPHB, le GIBTP, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, veut prendre une part active à la formation des étudiants et des formateurs par des stages pratiques et des visites de chantier. La convention prévoit également l'équipement de l'école en matériel de pointe. Pour l'INPHB, Centre d'excellence du génie civil, c'est une grande opportunité. Nous avons des difficultés à la faveur de cette signature de cette convention et des entreprises ici présentes pourraient nous aider. À travers ce partenariat, le GIBTP et l'INPHB entendent apporter des innovations dans le domaine du BTP en Côte d'Ivoire et garantir la pérennité des infrastructures économiques à venir. Les éleveurs de bétail du Gontougo et du Bunkani se sont retrouvés à Bandoukou. Ils veulent ensemble mieux organiser leur filière et mettre fin aux discordes entre éleveurs et agriculteurs. Thérèse Yoboué. La divagation des animaux, les conflits éleveurs de bétail et agriculteurs sont récurrents dans plusieurs régions en Côte d'Ivoire et celles du Bunkani et du Gontougo ne sont pas épargnées. Pour mettre fin à cette situation,
les éleveurs du bétail ont décidé de mettre sur pied une union pour lutter contre ce phénomène. Notre souci majeur, c'est le combat pour le problème de nos compatriotes, c'est-à-dire que le problème conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous, les éleveurs aussi, et nous avons décidé de faire l'émergence dans l'élevage. Et nous allons faire nos combats. D'ici 2020, on a fait le revenu, le kilo revient moins à 1500 francs, à 1700 francs, et sur le plan national. Et puis nous avons fait un combat pour trouver que nos conflits, que ça soit réduit à 0%. Le président de la Chambre régionale de l'agriculture a exhorté les éleveurs à tout mettre en œuvre pour mettre fin au conflit entre eux et les agriculteurs dans le Zanzan. Selon une étude du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Zanzan, en 2013, comptait plus de 232 000 têtes de bovins sur 778 000 têtes que compte la Côte d'Ivoire. Dans le monde du football, pour terminer, les recours présentés par Joseph Blatter et Michel Platini pour faire annuler leur suspension de toute activité dans le football durant 8 années ont été déboutés par la commission d'appel de la FIFA. La durée des sanctions a cependant été réduite. Elle passe de 8 à 6 ans pour les deux dirigeants. Merci de nous suivre sur RTI 1. Excellente journée à tous.